Dans l'ordre, oui, chronologique, puisqu'on n'a pas pu faire cette remise de bourse. Donc, je voudrais savoir si Célia Pilon est présente pour la féliciter, pour rappeler à tous qu'elle était lauréate. Qu'elle était donc lauréate de son projet de recherche Virus Attack. Donc, c'était portage préopératoire du virus respiratoire et syndrome de détresse respiratoire aiguë après chirurgie cardiaque, donc qui vient de l'équipe de Rennes. Donc, on va respecter la distanciation sociale, mais au nom d'Arcotova, voilà, je te remets la bourse avec toutes nos félicitations. On ne fait pas de photos, non, je ne crois pas que ce soit prévu. Est-ce que je peux me permettre de faire quelques mots et puis en même temps éventuellement de faire la présentation du projet? Donc, je vous remercie à tous d'être ici pour m'écouter, pour pouvoir vous présenter ce projet. Donc, ce projet qui bénéficie de la bourse Arcotova 2020, une bourse qui nous a permis de rendre ce projet multicentrique. Et donc, on travaille avec 4 centres. On est ravis de pouvoir enrichir donc, la base de données autour de ce projet. Donc, Virus Attack, comme vous vous en doutez, c'est un projet qui fait son petit effet quand on annonce aux patients qu'on leur propose de les inclure avec un nom dans la thématique actuelle, bien qu'il ne porte absolument pas sur le SARS-CoV-2. Il porte en effet sur d'autres virus respiratoires, et plus précisément sur le portage asymptomatique de ces virus et le syndrome de détresse respiratoire aiguë en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Donc, je vais vous raconter pourquoi on s'est intéressé à ce projet, comment se déroule l'étude, les perspectives, et puis enfin tout simplement où on en est aujourd'hui, puisque c'est une étude qui a pu débuter. Donc, le SDRA, c'est une entité auquel on fait tous face, qui a une mortalité qui est importante, mais également une morbidité qui est significative, et une incidence qui n'est pas si négligeable, puisqu'elle varie entre 5 et 10% en fonction des études. Pourquoi autour de la chirurgie cardiaque autant de SDRA? Tout simplement parce qu'il y a plein de facteurs de risque d'agression, que ce soit la circulation extracorporelle, les phénomènes d'ischémie-reperfusion, la transfusion sanguine. En 2018 est parue une étude qui a montré que l'incidence du SDRA était augmentée après une chirurgie cardiaque en période épidémique grippale. Alors, c'était une étude monocentrique, rétrospective, il n'y avait pas de test virologique de fait. Ils ont juste comparé l'incidence du SDRA en période épidémique, où ils avaient une incidence à peu près de 9%, et en dehors de cette période, où il y avait à peu près 5,6%, ce qui ressortait de façon significative. Donc, quand on sait qu'il y a 77% des porteurs du virus de la grippe qui sont asymptomatiques, eh bien, on peut se demander s'il y a une relation entre le portage asymptomatique de ces virus et un effet priming viral, un facteur de risque supplémentaire de développer un SDRA en post-opératoire de chirurgie cardiaque. C'est une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas, et c'est des bien meilleurs élèves que nous, les Français, sur la vaccination de la grippe. Donc, pendant ces périodes de grippe, on sait qu'il y a plein d'autres virus qui circulent, et peut-être qu'il y a une place aussi pour d'autres virus respiratoires. Donc, vous l'avez compris, l'objectif principal de cette étude, c'est de voir s'il y a une relation entre le portage asymptomatique du virus de la grippe et le risque accru de SDRA en post-opératoire de chirurgie cardiaque. On s'est intéressé à d'autres objectifs, savoir si, comme on disait, d'autres virus respiratoires avaient leur place. Et puis, on a regardé forcément s'il y avait d'autres complications respiratoires autres que le SDRA et des complications extra-respiratoires. On inclut des patients majeurs qui ont une chirurgie cardiaque sous CEC, que ce soit des chirurgies valvulaires, des pontages, des gestes combinés au niveau de l'aorte. Par contre, on a exclu tout ce qui était transplantation hépatique, la mise en place d'assistance monogauche ou de cœur artificiel total, et puis également, bien sûr, tous les patients qui étaient déjà symptomatiques de virose en cours. Donc, comme on l'a dit, c'est une étude qui est multicentrique. On travaille avec La Pitié, Henri Mondor, Poitiers et Nantes, qui a été approuvée par le Comité de protection des personnes comme une recherche impliquant la personne humaine de catégorie 2. C'est vrai que la contrainte est minime, puisqu'il s'agit de la réalisation d'un écouvillon nasopharyngé avant la chirurgie. Et on a la chance de pouvoir le proposer à nos patients sous anesthésie générale après induction pour leur confort.
Sur cet écouvillon, on réalise une PCR multiplex. Il y a 16 virus qui sont recherchés de façon systématique. Les virus de la grippe, certains coronavirus, VRS, rhinovirus ou autres. Donc encore une fois, quelque chose qui est complètement différent de la PCR qu'on recherche actuellement pour le SARS-CoV-2 en préopératoire. Tous les prélèvements sont stockés sur site, à moins 80, puis centralisés et analysés au laboratoire de virologie de Rennes. Le critère de jugement principal, le SDRA, dans les 7 jours post-opératoires, selon les critères de Berlin. Et puis, en critère de jugement secondaire, on a regardé différentes choses. La réintubation dans les 7 premiers jours, la survenue de pneumopathie ou d'autres complications respiratoires dans les 28 jours qui suivent. On référence également le nombre de jours de ventilation, de réanimation et d'hospitalisation, ainsi que la mortalité à J28. Le SDRA et les pneumopathies sont validés par un comité indépendant constitué de 3 médecins, un pneumologue, un radiologue et un anesthésiste réanimateur. Pour calculer le nombre de sujets nécessaires, on est parti des données de la littérature qui nous disent qu'il y a environ 20% de la population générale qui est porteuse asymptomatique du virus de la grippe. Quand on prend la prévalence donc inférieure 5% de SDRA, si on recherche une augmentation de 5%, on arrive à peu près 1250 patients de sujets nécessaires. L'analyse statistique pour montrer la relation donc, entre le risque accru de SDRA et le portage asymptomatique, c'est des modèles de régression logistique, des courbes de Clapton-Meyer qui ont été comparées par des tests de Locrank, des modèles de Cox et enfin des scores de proportion pour l'ajustement. Il y a une durée estimée de l'étude qui est de 37 mois, dont 30 mois d'inclusion, avec un suivi donc, au terme de ces 30 mois pour les derniers patients de 28 jours et environ 6 mois d'analyse estimée. Quel est l'intérêt de ce type d'étude? De faire du dépistage de virus respiratoires en préopératoire de chirurgie cardiaque. Eh bien, tout simplement parce que ça nous permettrait, s'il y a un risque accru de SDRA qui est montré, de renforcer les politiques vaccinales, mais également de créer des algorithmes pour éventuellement différer les chirurgies quand c'est possible, ou de mettre en place des traitements préemptifs. Donc finalement, des stratégies qui sont assez simples et peu coûteuses par rapport à la prise en charge de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais qui nécessiterait bien sûr d'être validées secondairement. Donc, encore une fois, je remercie la bourse Sarkotova et les autres financeurs de cette étude. Et juste pour vous dire en 2 mots où on en est là maintenant, donc en courbe bleue, vous avez le nombre d'inclusions au 17 novembre. On en est à 596 inclusions pour une inclusion estimée à la même durée à 375. Donc on est sur un bon rythme avec une courbe qui ne s'infléchit pas et qui nous permettrait de finir les inclusions en septembre 2022 pour une fin théorique en août 2023, ce qui permettrait de revenir vous voir plus rapidement pour vous présenter les résultats. Je vous remercie de votre attention et à nouveau merci pour la bourse. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? On est parti. On n'a même pas fait une photo. Reviens. On va faire une photo avec le diplôme quand même pour mettre sur le site. Il n'y a pas de questions sur la salle? Il n'y a pas de questions sur la salle? Non? Moi, j'avais une question sur l'incidence du SDRA en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Puis après, j'avais une autre question sur l'intérêt du décubitus ventral en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier qui est paru en mars de cette année dans le BJA sur l'intérêt de faire un DV précoce en post-opératoire de chirurgie cardiaque. D'abord la photo et ensuite tu réponds aux questions. Comme ça te laisse un peu de temps pour réfléchir. Vas-y, mets-toi contre le mur. Ou là, devant l'Assemblée. Voilà. Avec la présidente. Non, parce que distanciation. Tu peux y aller, super. Merci. Alors, première question sur l'incidence du SDRA en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Vous êtes basé uniquement sur l'étude que tu nous as présentée en entrée, en début de présentation, ou est-ce que vous avez fait une analyse plus... Non, c'est sur plusieurs études, effectivement. C'est des données qui sont variables, comme on le disait, aux alentours entre 5 et 10%, parfois un petit peu moins, un peu plus, mais c'est globalement ce qui ressort. Alors, la question est, est-ce que ça semble beaucoup ou pas? Mais finalement, quand on reprend la définition du syndrome de détresse respiratoire aiguë, selon les critères de Berlin, si on prend ce qui est catégorisé en léger, avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300,
probablement qu'il y en a qu'on ne classe pas en SDRA et qui peuvent être considérés comme tels. Juste parce que c'est vrai qu'il y a quand même une incidence élevée de condensation pulmonaire post-opératoire, ce qui fait un petit peu le lien avec la deuxième idée que j'avais derrière. Donc, on est à peu près, sur l'étude Venice, là, qui est en cours de publication, on est à peu près, justement, à peu près 15% de condensation pulmonaire symptomatique après chirurgie cardiaque. Et c'est vrai que sur les images radiologiques, avec les notions de post-opératoire de chirurgie cardiaque, de ces condensations pulmonaires, peut-être que le diagnostic fin de SDRA est quand même plus difficile, non ? Alors, plus difficile, ça fait écho, je trouve, à un topo qu'on a pu avoir en début d'après-midi sur l'échographie pulmonaire dans l'amphithéâtre A, sur justement les diagnostics différentiels et la condensation, qui peut être une aide. Sur le diagnostic plus fin, on a la chance, dans cette étude, de pouvoir revalider le critère de jugement principal par un comité indépendant avec toutes les données cliniques, radiologiques et biologiques. Donc, je pense qu'on palliera peut-être un petit peu de mes aventures entre la condensation et le SDRA. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour ce prix. On va peut-être appeler le deuxième lauréat. La deuxième lauréate, pas de souci. 2021, je crois, c'est ça ? C'est toi qui as le nom, Sophie. Voilà, je remonte le temps. Donc, c'est encore une lauréate. Donc, c'est la bourse 2021, donc, qui est attribuée à Mathilde Boisseau, qui est là, qui est lyonnaise, et à qui je vais laisser le soin de dire l'intitulé de sa présentation, ce qui m'évitera de déraper, parce que ce n'est pas le plus simple. Et donc, comme la candidate précédente, je la félicite pour ce travail. Du coup, je tiens à remercier la Société Arcotova pour cette bourse qui a quand même énormément soutenu mon projet. Et effectivement, moi, je vais vous emmener dans un domaine qu'on maîtrise peut-être un peu moins, qui est bien plus loin de la clinique. Et je vais vous faire une petite introduction au canal TRPM8. Donc, je vous laisse la surprise pour le reste. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Boisseau, je suis donc interne d'anesthésie-réanimation aux Hospices civils de Lyon et j'ai obtenu à l'issue de ma deuxième année d'internat une année recherche, ce qui m'a permis d'intégrer pendant 1 an un laboratoire INSERM de cardioprotection et la bourse Arcotova a permis de financer mes manips pendant toute cette année et donc me permet de vous présenter aujourd'hui les résultats dont je vais vous parler. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu original, qui est l'impact hémodynamique de TRPM8, qui est un canal, et tout ceci en conditions d'anesthésie et d'hypothermie. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de TRPM8, notamment si vous avez un peu prêté attention à l'actualité scientifique, puisque TRPM8 est un des sujets d'étude pour lequel David Julius et Ardem Patapoutian ont obtenu le prix Nobel de médecine cette année. TRPM8, c'est un récepteur au froid qui est situé au niveau de la membrane extracellulaire de nos cellules et son activation par une baisse de la température génère l'ouverture du canal et l'entrée de calcium dans la cellule. C'est un récepteur qui est également connu pour être sensible à nos gaz anesthésiques halogénés, comme le sévoflurane. Et aujourd'hui, on sait que le froid et le sévoflurane sont 2 méthodes de cardioprotection qui ont bien fait leurs preuves en préclinique, mais qu'on a quand même du mal à appliquer à notre pratique clinique et qui sont finalement moins efficaces dans la réalité. Aujourd'hui, les bénéfices de l'hypothermie thérapeutique ils sont quand même discutés. Malgré tout, le froid garde sa place, en réanimation notamment dans le cadre de la prise en charge du post-arrêt cardiaque et puis surtout en chirurgie cardiaque. On l'utilise localement lorsqu'on fait des cardioplégies au froid et puis à l'échelle du corps entier dans les chirurgies de la crosse aortique. Pour ce qui est des halogénés, leur place, elle doit encore être précisée. Et aujourd'hui, les recommandations de leur utilisation en chirurgie cardiaque sont uniquement d'un niveau de grade B.
Mais peut-être que finalement, l'échec d'efficacité de ces méthodes de cardioprotection en clinique s'explique simplement par leur mauvaise utilisation, par défaut de compréhension de leur mécanisme cardioprotecteur. Bon, malgré tout, revenons au sujet principal. Pourquoi on s'est intéressé à TRPM8 ? Eh bien parce qu'il y a quelques études, dont cette étude chinoise publiée dans Life Science en 2019, qui mettent en évidence un lien entre l'effet cardioprotecteur du froid et ce fameux canal TRPM8. Ici, dans cette étude, on est sur un modèle de cœur isolé perfusé de rats sur lequel on réalise des ischémies. Vous avez représenté sur cette figure la taille d'infarctus après une ischémie. Et on voit bien que quand on réalise cette ischémie à 25 degrés versus 37 degrés, on a des tailles d'infarctus moindres en conditions d'hypothermie, donc un effet protecteur du froid. Si ensuite on se place en conditions d'hypothermie, donc à 25 degrés, et qu'on inhibe le canal TRPM8, on a des tailles d'infarctus qui sont de nouveau plus importantes par rapport à 25 degrés seul. Donc en fait, en inhibant TRPM8, on perd l'effet protecteur du froid. À 37 degrés, où théoriquement on ne protège pas avec la température, si on stimule TRPM8 avec un agoniste, on a des tailles d'infarctus obtenues après ischémie moindres qu'à 37 degrés seul, et donc la stimulation de TRPM8 génère une cardioprotection. C'est dans ce cadre-là qu'on a posé notre problématique de travail et qui est la suivante. On s'est demandé quel était l'impact des anesthésiques et du froid sur TRPM8, premièrement en conditions in vitro pour débuter, et puis dans un second temps, sachant que TRPM8 est quand même présent au niveau cardiaque et surtout au niveau des vaisseaux, quel était l'impact de ce canal sur l'hémodynamique et est-ce par ce biais-là que fonctionne son effet cardioprotecteur ? Pour répondre à cette question, on a utilisé deux approches. Une première étape cellulaire qui consistait à étudier les flux calciques intracellulaires liés à la modulation de TRPM8 par les anesthésiques et le froid. Et puis, dans un deuxième temps, un modèle murin pour évaluer l'impact hémodynamique de TRPM8 lorsqu'on est en condition d'anesthésie et d'hypothermie. On a choisi d'étudier trois anesthésiques, le sévoflurane et le propofol que vous connaissez bien, je pense, et l'alfaxan qui est très utilisé uniquement en manip in vivo, c'est un anesthésique animal. Concernant l'étape cellulaire, l'objectif c'était donc d'étudier par microscopie de fluorescence les variations de calcium dans la cellule liées à la modulation de TRPM8. Et donc on sait que lorsque TRPM8 est stimulé par un agoniste, le canal s'ouvre, permet l'entrée de calcium dans la cellule et en microscopie, on peut capter ce calcium via l'utilisation d'une sonde fluorescente qu'on appelle le FURA2AM. On enregistre ensuite le signal calcique au cours du temps et il a l'aspect suivant. Ici, à l'état basal, on a une stabilité de la quantité de calcium dans la cellule et puis lorsqu'on stimule le récepteur par son agoniste, le canal s'ouvre, entrée de calcium dans la cellule et donc un pic calcique qu'on voit représenté ici. Ce qu'on a analysé, nous, tout particulièrement, c'est la pente de ce signal qui est représentative de la vitesse d'entrée de calcium dans la cellule et qui est aussi le meilleur facteur pour étudier l'activité de TRPM8. Premièrement, j'ai testé l'effet du froid seul et des anesthésiques seuls sur TRPM8. On voit ici que dans ces conditions, il n'y a que le propofol qui est capable d'induire une réponse du canal et ce de façon inconstante. Donc finalement, ces conditions d'expérience n'étaient pas très intéressantes. On a donc choisi de ne pas étudier cette réponse directe du récepteur, mais d'étudier une modification d'une stimulation type sous différentes conditions de température et d'anesthésie. Je vais être plus claire. Ici est représentée la vitesse de réponse du récepteur en fonction de la température. Et on voit bien que dès 33 degrés, la réponse du récepteur TRPM8 est plus importante lorsqu'on le stimule, et d'autant plus à 25 degrés. Donc ce récepteur, il est activé dès qu'on descend à des températures de 33 degrés, qui sont quand même malgré tout valables chez nous en clinique. Par la suite, on a analysé la modulation de cette réponse type en présence de différents anesthésiques. De nouveau, on retrouve la vitesse de réponse du récepteur en fonction des conditions d'anesthésie. Et on voit qu'à 37 degrés, en présence de sévoflurane, la réponse de vitesse du récepteur est augmentée par rapport à une réponse contrôle. Le propofol a également un effet surstimulant sur le récepteur, alors que l'alfaxan, lui, inhibe la réponse du récepteur. Le froid, lui, modifie l'impact des anesthésiques sur TRPM8
Et sur cette figure, on retrouve de la même façon la vitesse de réponse du récepteur lorsqu'on stimule. Ici, on voit bien l'effet positif du froid. On a une vitesse de réponse qui est augmentée lorsqu'on passe de 37 à 33 degrés. Par contre, l'adjonction du CEVO inhibe la réponse du récepteur au froid. Le propofol, lui, ne modifie pas la réponse au froid. Et l'alfaxan a toujours un effet inhibiteur, mais celui-là, finalement, nous intéresse moins. Au total, pour préciser un petit peu les choses, le froid et les anesthésiques seuls, excepté le propofol, globalement, n'ont pas d'effet décelable sur TRPM8. On observe une stimulation du récepteur dès qu'on diminue la température avec un seuil à 33 degrés. Et à 37 degrés, le sévoflurane et le propofol sont agonistes de TRPM8, alors qu'à 33 degrés, le sévoflurane inhibe l'effet du froid sur le récepteur et que le propofol ne module pas l'effet du froid sur le récepteur. Après avoir étudié l'effet des anesthésiques sur l'activité de TRPM8 sur nos cellules, on est passé en modèle in vivo et on a voulu savoir si les modulations du récepteur observées avaient un impact hémodynamique. On a donc repris nos 3 anesthésiques et sur un modèle murin, en comparant les profils hémodynamiques de souris wild type, donc ces souris-là, elles possèdent le récepteur TRPM8, à des souris KO qui en sont dépourvues, on a essayé de déterminer quel était l'impact hémodynamique de TRPM8. On a fait des mesures sous différentes conditions de température et en co-stimulant éventuellement le récepteur par son agoniste. Le paramètre hémodynamique qu'on a choisi de retenir, c'est l'index cardiaque qu'on a approché par le rapport du débit cardiaque sur le poids de l'animal. Et le débit cardiaque, il était évalué échographiquement par la mesure des flux dans l'artère pulmonaire de la souris. Ici est représenté le rapport de l'index cardiaque obtenu à 33 degrés sur l'index cardiaque à 37 degrés pour évaluer la variation d'index cardiaque induite par l'hypothermie. Ce rapport est exprimé en pourcentage, donc un rapport de 100% signifie pas de variation d'index cardiaque entre 37 et 33 degrés. On a fait cette expérience sur des souris qui possèdent le récepteur et des souris qui n'en possèdent pas. Dans le cadre du propofol, on voit qu'on a une variation d'index cardiaque à l'hypothermie significativement différente entre les souris qui possèdent le récepteur et les souris qui ne l'ont pas, et donc une variation d'index cardiaque qui est liée à ce récepteur au froid. Alors que dans les autres groupes d'anesthésie, on ne retrouve pas de différence significative, donc pas de variation d'index cardiaque à l'hypothermie en lien avec ce récepteur. Pour conclure et reposer un petit peu les choses, le propofol in vitro, il a un petit effet positif, mais finalement qui n'était quasiment pas analysable. Il a un effet agoniste en conditions de stimulation, et par contre, il ne module pas la réponse du récepteur au froid. Dans ces conditions-là, on observe bien une variation significative de l'index cardiaque et dépendante de la modulation par le froid de ce récepteur. Pour ce qui est du sévoflurane, in vitro, il n'était pas analysable directement. Il a un effet agoniste également lorsque le récepteur est stimulé. Et par contre, il bloque l'effet du froid. Et donc, dans ces conditions-là, on ne retrouve pas de variation d'index cardiaque liée à l'hypothermie spécifique de TRPM8, puisque l'effet du froid sur TRPM8 est complètement bloqué par le sévoflurane. De ces premières données ressort finalement que les anesthésiques et le froid sont capables de moduler ce récepteur et que dans certaines conditions, les modulations de ce récepteur induisent des variations hémodynamiques à l'hypothermie. Maintenant, il nous reste encore pas mal de travail. Il faut comprendre tous les mécanismes sous-jacents à ces modifications hémodynamiques et peut-être que c'est visé très loin, mais en comprenant mieux ces variations, on pourrait optimiser nos méthodes de cardioprotection et peut-être les appliquer de façon plus efficiente en clinique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.